Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue au Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. On est mardi, le 20 juin. Il est à peu près 8 heures le soir. Moi, je viens de terminer une conférence que je donnais au groupe Agile de Montréal. Donc, on est dans les bureaux du CRIM, du Centre de recherche informatique de Montréal. Puis avec moi, j'ai Guy Barrette, Éric Côté. Bonsoir. Bonsoir Mario. Bonsoir Mario. Puis, comme je disais, on n'est pas dans nos locaux habituels. On est au Centre de recherche informatique de Montréal où on enregistre avec François Beauregard qui... à Montréal, on peut dire, François, que tu es vraiment quelqu'un qui connaît assez bien tout ce qui toucherait le monde agile. Je pense bien. On te souhaite la bienvenue avec nous. Merci. Guy, Éric, la semaine dernière, on était tous les trois au TechEd. Oui, on était à TechEd. TechEd qui avait lieu, à Boston. Oui. Une des rares fois où est-ce qu'on a pu conduire au TechEd. Oui, on a loué une petite voiture, une Prius, c'était pas mal de fun, une belle petite voiture, bonne économie d'essence. Écoute, ça nous a coûté moins de $60 aller-retour, parce que c'est une voiture hybride. Ouais, aller-retour Montréal-Boston. Faut dire que Boston, c'est pas facile conduire dans le centre-ville de Boston. Les rues sont assez impraticables. Et puis, il y a de la construction un petit peu partout. Fait qu'on a tourné en rond quelques fois et puis on a laissé l'auto à l'hôtel. Apparemment, Mario a fait une belle remarque sur l'architecture parce que là-bas, une des raisons pour qu'il y ait de la construction partout, c'est à cause de leurs grosses autoroutes souterraines qui sont en train de terminer de construire. Mm-hmm. Et comme a dit Mario, c'est le gros problème de l'architecture là-bas, c'est que originalement, l'autoroute n'était pas conçue pour être en dessous. Et là, maintenant qu'on essaie de la faire construire en dessous, c'est un gros problème architectural. Mais puis bizarrement, ce que je disais là-dessus, c'est supposé améliorer le trafic, mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que Boston, le trafic est pire que Montréal, ce que je croyais incroyable. Là. Je pensais pas qu'il y avait une ville où ça pouvait être plus pire que la situation à Montréal, mais Boston, c'est le cas. Donc, je trouvais qu'il y avait une certaine analogie avec certains systèmes informatiques où on dit, on va dépenser plusieurs millions de dollars pour améliorer la performance, puis quand tu demandes aux gens, est-ce que ça va mieux, tout le monde répond non. Donc, c'est un peu la même chose à Boston avec le trafic. Excellent. On a assisté à plein de conférences Microsoft à TechEd, donc plein d'informations qu'on a ramenées. Mais par contre, pas grande nouvelle, mais les nouvelles, on va en parler là à la fin de Oui, on va l'émission. revenir avec Éric tout à l'heure, avec la chronique Tout le monde en blog. Sur les quelques nouvelles, c'est une vraie dizaine de nouvelles. Ouais, mais bon, on a gratté les fonds de tiroir de nouvelles. Mais pour nos auditeurs, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on va parler de quelque chose qui est pas associé forcément aux outils ou à la technologie, qui est plus une approche de programmation, qui est l'approche agile. Donc, d'entrée de jeu, j'ai présenté François Beauregard. Donc, François, la façon qu'on fonctionne dans l'émission, on commence toujours par faire un peu la biographie de notre invité. Ça permet à nos auditeurs de situer un peu la personne qu'on reçoit. Puis aussi, ça donne aussi un certain contexte. Donc, François, toi, t'es un des fondateurs de la firme Pyxis Technologies. Exactement. Qui vraiment est reconnu à Montréal comme étant une entreprise innovatrice du côté des approches agiles. Ben effectivement, en fait, on a démarré Pyxis en fin 2000. Puis moi, préalablement à ça, j'avais à peu près 7 ou 8 ans d'expérience où j'avais fait de la grande firme de consultation. J'avais démarré ma carrière chez LGS pour ensuite être dans une plus petite firme de consultation. Puis le constat que j'avais fait à l'époque, c'était que chacun des projets informatiques que j'avais fait, quoique certains pouvaient être considérés des succès, il n'y en avait aucun que je pouvais considérer comme un franc succès, puis que je dirais, si je refaisais ce projet-là, je le referais exactement de la même façon. Il n'y en avait aucun. Donc, on a parti Pyxis dans cet état d'esprit-là On veut avoir de la fierté, hein. C'est ça. On a parti Pyxis dans l'idée de chercher quelque chose de différent. OK, à l'époque, on ne savait pas qu'on ferait du agile ou quoi que ce soit, ou qu'on s'intéresserait aux approches agiles, mais on disait, il doit bien y avoir une manière de faire les choses différemment qui va procurer une plus grande satisfaction puis un résultat meilleur. OK, le constat de notre industrie est assez
assez démoralisant. D'ailleurs, Donc, si on demanderait à nos auditeurs, je suis probablement persuadé, si on demanderait aux auditeurs, le constat que tu as fait, chacun de nos auditeurs participe à des projets, mais est-ce qu'ils sont fiers, heureux, est-ce qu'ils referaient les projets de la même façon qu'ils ont fait? Je suis sûr qu'on n'aurait pas un haut taux de réponses positives. On aurait quelques réponses, mais j'ai l'impression que la majorité de nos auditeurs sont un peu dans la situation que toi tu étais au début du 20e siècle, 21e siècle. Ouais. Donc là, depuis l'an 2000, donc ça fait quoi, presque 6 ans là, que tu es chez Pixis. Puis, grosso modo, dans les 6 dernières années, vous avez fait plus que démarrer une pratique agile en consultation parce que tu t'es retrouvé impliqué au niveau nord-américain avec les gourous, en guillemets, de tout ce qui est l'approche agile, ce qui fait en sorte que, à quelque part, à Montréal, t'es un peu comme un des porte-étendards, là. Ben, je suis un peu identifié. Ben, en fait, ce qui a fait un peu contribuer un peu à me rendre comme une personne un petit peu plus connue, c'est peut-être le fait francophone. OK, comme étant donné que le mouvement agile est quand même fortement issu des États-Unis, quand je me suis retrouvé avec ce gang-là en m'intéressant à ces choses-là au début des années 2001-2002, j'étais le seul francophone. You don't say. Puis ça a fait en sorte que j'ai pu me développer un genre de notoriété qui était peut-être plus ou moins méritée au départ. Puis je me suis investi beaucoup en tant que personne dans la communauté, en démarrant le groupe d'utilisateurs agiles, en m'impliquant sur le comité directeur du réseau agile canadien. On le faisait vraiment avec sincérité, l'idée d'essayer de faire quelque chose de différent. En même temps qu'évidemment, Pixis Technologies, c'est une entreprise, puis on a des objectifs commerciaux en arrière de notre entreprise, là. Mais c'était vraiment une démarche sincère de dire, on va faire du logiciel différemment, on va essayer de faire des choses, puis qu'à la fin, notre client, il nous donne une bonne poignée de main, puis qu'il nous dise, hey, j'ai le goût de faire un autre projet avec vous autres. Tout à fait. Puis, à quelque part, on va parler d'approche agile, on va parler aussi de certaines des techniques comme Scrum, puis à ce niveau-là, tu t'improviseras pas parce que t'es quelqu'un qui est pas juste un Scrum Master, mais t'es quelqu'un qui donne la formation. Donc, t'as passé les différents rites de passage qui permettent de dire que t'es reconnu comme étant une certaine autorité dans le domaine. Ouais, en fait, dans la communauté Scrum, il y a un programme, si on veut, de certification officielle. Puis avec 3 niveaux de certification, donc après une formation, on devient certifié. Ensuite, il y a un niveau praticien. Donc après avoir cumulé 1 an d'expérience pratique, on peut aller chercher la certification praticien. Puis en cumulant une autre année, ensuite, et aussi avec des obligations d'implication dans la communauté et ainsi de suite, on peut obtenir la certification d'entraîneur qui en fait nous donne le droit de certifier d'autres gens. Donc, toi, t'es rendu à cette certification. Exact. Moi, j'ai la certification. Toi, Mario, tu as suivi une certification. C'est ça. Donc, moi, j'ai le droit de dire que je suis un Certified Scrum Master. Exactement. Mhm. Ce qui est qui démontre pas vraiment que tu as mis en pratique. L'autre niveau, ça serait le praticien. Exact. On va se donner le temps, on va y arriver un jour. Exactement. Le sujet aujourd'hui qu'on va aborder avec toi, c'est les approches agiles. Donc, vraiment, le but étant de vulgariser, d'expliquer quelles sont, qu'est-ce que ça sous-tend toute cette nouvelle façon de développer du logiciel. François, si on parle d'approche agile, en quelques mots, comment on pourrait définir qu'est-ce que c'est l'approche agile? Ben, l'approche agile, si on veut, il y a plusieurs éléments fondamentaux, mais l'élément le plus fondamental que je trouve, c'est de ramener l'individu au centre du processus. Donc, que le processus devienne un outil plutôt qu'une fin et que l'individu soit si on veut, la variable la plus importante dans le succès d'un projet informatique. Donc, c'est ça qui a été, si on veut, un des paradigmes fondamentaux qu'on essaye de changer puis de promouvoir avec les approches agiles. C'est sûr que
étant donné que les gens durant les années 90 certaines gens avaient fait le constat que notre industrie fonctionnait plus ou moins bien, qu'on produit beaucoup de logiciels inutiles pour différentes raisons, que beaucoup de projets sont cancellés, et ainsi de On suite. produit beaucoup de logiciels qui ne fonctionnent tout simplement On pas. produit beaucoup de documentation qui est jamais lue. Donc, durant les années 90, il y a eu un mouvement qui, à l'époque, s'appelait, si on veut plus, des méthodologies qu'on disait à l'époque légères. OK? Donc, il y avait Extreme Programming. Scrum a été créé au début à cette époque-là aussi. Donc, à ce moment-là, ils appelaient ça des méthodologies légères. Et au début de 2001, les plus grands, si on veut, les gens les plus importants, les plus influents dans ce domaine-là, se sont réunis, puis ils ont créé un organisme sans but lucratif aux États-Unis qui s'appelle l'Alliance Agile. Puis ils ont aussi créé un manifeste qui essentiellement véhicule les valeurs des approches agiles. Donc, c'est important d'entrée de jeu de clarifier que la méthode agile, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une méthode agile, ça n'existe pas. Une méthode, l'agilité ou le manifeste agile donne des valeurs et des principes. C'est un courant de pensée. Exact. Et il y a différentes méthodologies ou approches qui sont, si on veut, conformes à ces principes et à ces valeurs-là, dont Scrum, Extreme Programming, Feature Driven Development. Il y en a un certain nombre. Puis pour le monde qui sont plus dans le monde.net, le nouveau MSF Agile qui est implanté dans Team System se veut des mêmes valeurs. Exact. Ben, parlons-en des valeurs. Il y en a 4. Exact. Est-ce que tu veux les présenter à nos auditeurs? Parfait. Oui, Donc, est-ce que tu l'as lu finalement, le manifeste? Ou Oui. est-ce que tu as passé par-dessus, comme on disait dans les années 70? en fait, j'ai fait mieux que ça. Dans le cadre des activités du groupe Agile de Montréal, on l'a traduit en français. Donc, sur le site du groupe Agile de Montréal, vous pouvez trouver une version française du manifeste. Excellent. Donc, si on essaie de résumer ça en les 4 points les plus importants du manifeste. Donc, le premier point, en fait, le manifeste est construit comme en disant une chose qui est très importante, puis une chose qui a une certaine importance, en a moins. OK? Donc, c'est, par exemple, le premier point, l'individu et les interactions plutôt que le processus et les outils. Et là, évidemment, il y a des gens qui ont interprété les promoteurs des approches agiles comme des gens qui ne veulent pas de processus ni d'outils. C'est ça, comme si tous les gens agiles voudraient programmer dans leur notepad. Exactement. Ce n'est pas le cas. C'est juste que les individus sont plus importants que le processus. Exact. Et donc, le processus est là pour supporter les individus et pour les supporter dans leurs interactions. Okay? Il y a une marge à ne pas avoir de processus, là. Exactement. Exact. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de processus. En fait, moi, ma perception des gens qui font de l'agilité correctement sont en fait des gens beaucoup plus disciplinés que ce qu'on voit dans la majeure partie de notre industrie, juste par les méthodes de test, les pratiques d'intégration continue, ainsi de suite, qu'on pourra discuter plus en détail tantôt. Mais en fait, il y a une discipline puis une rigueur d'esprit qui est là. Mais ça, c'était vraiment en réaction avec toutes les approches très waterfall où on te forçait à faire de la documentation, par exemple, où est-ce que tu disais, pourquoi je ferais ça? Je vois pas l'utilité. Exactement. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on a les bons individus, les individus qui ont le goût de travailler ensemble, puis qui ont le bon mix de compétences. OK? Parce que essayer de faire un développement logiciel avec 8 DBA, quoique le DBA, c'est probablement une compétence importante dans un développement logiciel, 8 DBA, t'as beau avoir le processus puis les outils que tu voudras, il y en a peut-être 7 de trop. il y en a peut-être 7 de trop. Ça m'en prend un, mais ça prend d'autres rôles. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'avoir le bon mix de personnes, de leur donner un bon guide, des objectifs clairs, puis après ça, on va leur donner des outils puis les processus pour le supporter. Donc ça, c'est la première valeur. Les individus au centre ou en priorité. La deuxième valeur. Le logiciel fonctionnel plus que la documentation complète. Donc, on veut du code qui roule, même si on n'a pas toute la documentation qui en appui. Exact. En fait, l'idée, c'est que comment on présente ça, c'est que si on a de la documentation mais pas de logiciel, c'est en général pas même inutile. Pas bien utile. Donc, par contre, les gens ont encore une fois interprété des fois même des gens, j'ai vu dans des organisations des gens qui disent on va faire de l'agile parce qu'on est tanné de faire des documents puis on veut plus en faire.
Puis souvent, ils vont quand même en faire, mais ils vont faire ce qui est vraiment nécessaire comme documentation. Exactement. Puis là, la question qu'on se pose quand on implante des approches agiles dans des organisations, c'est quel type de documentation est requise. OK? Donc, celle-là, on doit la produire, puis on va la produire. Ensuite, quelle documentation apporte de la valeur? On va la produire, celle-là aussi. Mais dans nos organisations, moi, j'ai vu des ministères en particulier où on a produit des cartables et des cartables de documents que personne n'a jamais lus. Mm-hmm. OK? Puis un document de design détaillé qui est pas à jour, la valeur de ce document-là, elle est proche de zéro. Donc, l'idée en agilité, c'est de faire les bons choix de documentation, de produire la documentation qui va être utile, puis la documentation qu'on va honnêtement mettre à jour. Puis il y avait aussi, puis je pense aussi, une reconnaissance que le code qui exécute, ça demeure la meilleure documentation parce qu'elle va être toujours à jour. Exact. Puis évidemment, il y a des gens plus extrêmes, principalement issus de la communauté Extreme Programming au départ, qui moi je perçois Extreme Programming surtout appliqué à la lettre, peut-être comme un extrême nécessaire pour, tu sais, un peu la loi du balancier. Ok, ouais. On était d'un côté, là, l'Extreme Programming c'était juste le fait que les discussions que ça a généré, le questionnement qu'on a fait dans notre industrie à cause d'Extreme Programming, c'était très très important. Maintenant, les gens appliquent encore Extreme Programming, mais avec un pragmatisme. Puis si on veut un plus de pragmatisme, puis aussi de façon moins radicale. Moins de dogmatisme. Voilà. Exact. Au départ, on disait la seule documentation est le code. Ouais. Bon, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je me dis, le code, c'est effectivement, comme tu as dit, Mario, une excellente source de documentation, principalement aussi si on a écrit des tests unitaires. Mm-hmm. C'est des très bons exemples d'utilisation du code, mais je pense pas que c'est la seule non plus. OK? Donc, la deuxième valeur, c'est le code fonctionnel, plus important que la documentation. Exact. Produire une application qui marche le plus tôt possible. Troisième valeur. La collaboration avec le client plutôt que la négociation. Ah, donc qu'est-ce qu'on entend là, par ça? Moi, j'ai beaucoup observé dans les organisations auxquelles j'ai travaillé, puis principalement tôt dans ma carrière, quand on parlait des gestionnaires et de l'équipe de développement, on parlait de nous et eux. OK, donc c'était des deux côtés. C'est-à-dire que les développeurs, l'équipe de développement dit nous, puis eux demandent, en faisant référence aux gestionnaires. Et en fait, les gestionnaires, eux, parlaient des développeurs comme eux en leur confiant le projet. OK, en agilité, ce qu'on dit, c'est que le client doit faire partie de l'équipe. OK? Si on veut essayer de collaborer ensemble, de dire bon, on est en train de faire un logiciel complexe, OK? Parce que moi, je pense que la plupart des logiciels qu'on produit aujourd'hui ont une certaine complexité. C'est très, très difficile d'établir au départ chaque détail, chaque bouton, chaque règle d'affaires qu'on va avoir dans une application. Donc, il y a une part d'inconnu. Donc, l'idée, c'est qu'on va découvrir notre logiciel ensemble, puis on va apprendre. En livrant tôt une première partie de l'application, le client va commencer à voir son application. On va dire, ça j'aime moins ça. Ça me fait penser à d'autres choses. Et là, on va collaborer à essayer d'avoir un plan qui s'ajuste toujours. Plutôt que d'être en négociation constante. Et en conflit, là. Ouais, en conflit. Moi, parce qu'à quelque part, déjà, si on cherche à bâtir quelque chose qui est très complexe, ça sert à rien de rajouter une complexité accidentelle liée à une interactivité avec ton client qui, au lieu d'être collaboratrice, va être plus en conflit ou quasiment ennemi au lieu de partenaire. Exact. Il y a ça. Puis aussi dans notre industrie où on a beaucoup, surtout au cours des années 90, ça change un peu tranquillement, où on voulait en fait tout en fixe. OK? Le prix fixe, le contenu fixe, la date fixe. Ça, ce que ça promouvoit, c'est que le fournisseur auquel on lui demande de prendre tout le risque, il dit non. Donc, ce qu'il fait, c'est que premièrement, il met des buffers un peu partout dans son évaluation. Puis deuxièmement, il se prépare avec son mécanisme de demande de changement. OK? Donc, aussitôt que tu as une bonne idée, je te sors le formulaire, je te dis pèse fort, il y a 3 copies, ça c'est une demande de changement. OK, donc on est en négociation constante à savoir est-ce que c'est inclus ou pas inclus. En agilité, on se dit on va collaborer, le contenu va changer à travers le temps, on essaie de partager le risque puis d'essayer d'arriver à une application qui va être optimale pour tout le monde. Parce qu'on a connu le modèle des organisations, surtout les firmes de consultation qui
vont bider très bas pour dire je vais gagner le contrat parce que je vais m'assurer d'être celui qui a fait la proposition supposément la moins chère, mais qui sont les spécialistes aux demandes de changement, puis globalement à la fin le client ça va écouter peut-être deux ou trois fois. Pas 2-3 fois, mais plus cher que peut-être les autres propositions il y a des projets où moi j'ai entendu parler des projets où on a chargé le triple que le montant initial en demande de changement. Donc ce qui est un peu absurde. Là. Donc on est en négociation constante à savoir est-ce que c'est inclus dans le contrat parce que tout est fixe. OK, en agilité, on cherche à établir une relation, puis on se dit OK, le budget peut peut-être être fixe, la date peut peut-être être fixe, le contenu on s'en donne une idée, mais on va apprendre ensemble exactement ça va être quoi ton application, puis on va essayer de gérer un peu ton carnet de demandes de façon empirique. Là. C'est ça, un des principes clés, c'est le contenu, vu qu'on va voir, on va dire, on présume que du changement, ça va toujours apparaître, donc le contenu, on va être prêt à toujours le changer. C'est sûr que sur les ressources, sur le temps, à un moment donné, tu peux pas tout rendre flexible parce que là, tu n'es plus capable d'être en contrôle de rien, mais le contenu, tu peux peut-être avoir beaucoup de flexibilité. Exact, c'est d'être en constante collaboration, puis d'être conscient que le changement, ça arrive, puis de le voir plus comme une opportunité que un malheur qui nous arrive aujourd'hui. Là. Donc, troisième valeur, c'est on collabore avec le client. Oui. Quatrième valeur. Répondre au changement plutôt que suivre un plan. OK? Donc, évidemment, on sait que dans les approches traditionnelles, on a tous été sur des projets, je pense, où on a le plan dans Microsoft Project avec 2 kilomètres de scroll bar. Mm-hmm. OK, donc 4000 tâches, très, très, très détaillées. Je pourrais savoir, selon le plan, que le 12 août, Mario va travailler sur la tâche 394, puis que le 14 août, il va travailler sur la tâche 324, étant donné que quelqu'un d'autre va avoir complété telle autre tâche. Donc, on va à un niveau de détail très, très détaillé dans la planification. Ce qui est un peu irréaliste de prévoir 6 mois d'avance qu'est-ce que va être une tâche bien précise. Donc, c'est de reconnaître que les besoins vont évoluer, vont changer, puis plutôt que de refuser de se mettre le bandeau sur les yeux, les œillères, c'est de dire ça va être là, donc aussi bien se préparer et changer justement, donc embrasser le changement. Et ça veut pas dire d'avoir le changement de façon complètement incontrôlée. Dans les approches agiles, on a des mécanismes pour justement contrôler le changement, pour savoir comment il arrive, jusqu'à quelle limite on est capable, selon la capacité de l'équipe à livrer du logiciel, quelle capacité on a à faire du changement. Donc, on le gère, mais on ne le refuse pas, si on veut. Un des mécanismes clés, c'est de décider qu'on va faire des courtes itérations. Donc, essentiellement, on partira pas en disant, voici ce qu'on va développer pour les 6 prochains mois. On va se donner un espace temporel beaucoup plus court. Certains vont dire 2 semaines, 3 semaines, 30 jours, mais pas plus long peut-être que 30 jours. Puis essentiellement de se dire, voici là, ça là, cette itération-là, on la gèle au début, voici ce qu'on va faire. Puis quand on finit, 2 semaines après, là, on est capable maintenant de regarder comment les choses ont changé. Dans la prochaine itération, on va les mettre, mais dans les itérations, essentiellement, on les gèle dans le temps et on se donne un focus. Voici ce qu'on va faire. Exact. Donc, c'est un des mécanismes, ça. C'est essentiellement quand on a défini une itération, on la gèle dans le temps. Donc, un des principes, à mon avis, c'est si une organisation a des itérations qui sont pas gelées, on peut pas dire qu'ils font du agile. On peut pas dire qu'ils ne le font pas parce que c'est pas comme sur une canne, sur une canne meilleure avant telle date, il se passe rien dans la nuit de la date et puis dire que là il y a pas un état de agilité ou pas agilité. Donc l'idée c'est un des principes de l'agilité, c'est de répondre aux changements puis de toujours vouloir être meilleur, OK? Donc d'avoir des mécanismes dans son organisation pour toujours vouloir être plus agile. Sauf que le principe de geler ces itérations, c'est comme une des approches qu'à peu près toutes les méthodologies promouvoient aujourd'hui parce que c'est comme une des meilleures pratiques pour rester en contrôle, pour embrasser le changement. Tout à fait. Donc on a vu les 4 valeurs. Mm-hmm. Si on remonte un peu d'un point de vue plus contexte historique, donc
Tu disais qu'en 2001... En début 2001, qui se sont rencontrés puis qui ont créé le manifeste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis, justement, ce manifeste-là avec les 4 valeurs? Donc, qu'est-ce qu'a été l'historique entre 2001 et 2006, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jalons importants qu'on peut identifier? Ouais, la communauté est en constante croissance. Nous, on a démarré le groupe Agile, par exemple, le groupe Agile à Montréal en 2003 à peu près. Puis il y a eu des présentations, il y avait très peu de gens, 3-4 personnes. Puis aujourd'hui, on fait des rencontres, puis on a un minimum d'une 30 à 40 personnes qui assistent à toutes nos rencontres à chaque mois. Donc l'agilité, c'est certainement une curiosité dans le marché. Je dirais pas que c'est nécessairement une vague encore, mais tout le monde en parle. OK? Donc la création de l'Alliance Agile, en 2003, il y a eu la conférence Agile qui maintenant est annuelle, qui est si on veut, la grand-messe Agile, un peu comme TechEd dans la communauté .NET. Donc, ça va avoir lieu à fin juillet à Minneapolis. Ça dure à peu près une semaine, 4 ou 5 jours. Là, la plupart des gens qui s'intéressent à l'agilité sont là. Donc, ça, c'était des éléments qui sont importants pour promouvoir l'agilité. Le fait qu'il y a une conférence, des gens qui sont connus, des gens qui s'impliquent dans la communauté. Beaucoup de livres ont été rédigés. Exact. Des projets qui font... des success stories. Il y en aussi. a de plus en plus des success stories. Bon, on les cherche parfois. On aimerait ça en avoir plus, mais il y en a de plus en plus. Puis des méthodologies. Exact. Ce soir, on va parler de quelques méthodologies les plus usuelles. Une des premières que j'aimerais aborder avec toi, c'est Scrum. Okay. Parce que si j'essaierais de positionner Scrum par rapport à d'autres méthodologies, Scrum va pas dicter comment tu vas faire ton implémentation du code, ou en tout cas comment tu vas implémenter, il va plus dicter comment tu vas le processus, il va plus dicter les façons de faire. Exactement. Le Scrum, en fait, n'est pas une méthodologie au sens qu'on l'entend habituellement. Comme le processus unifié de rationnel, qui, lui, te donne à peu près toutes les étapes, c'est un processus très prescriptif. Lui, Scrum, c'est un processus, si on veut, moi je dirais que c'est plus une approche de gestion de projet, puis ensuite, et de suivi de projet, puis après ça, il y a différentes pratiques que chaque organisation va utiliser, qui ensemble vont en fait constituer leur méthodologie. Donc le principe de Scrum est assez simple. C'est basé sur l'idée d'un processus empirique. OK? Et un processus empirique, c'est pas un processus qui empire. Okay? Donc, en principe, un processus empirique, c'est un processus qui est dirigé par l'expérience. OK? Donc, on utilise souvent l'analogie des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, quand ils démarrent, quand ils partent, parce qu'ils ont la merveilleuse, sont plus intelligents que nous autres, ils restent pas ici l'hiver. Donc, eux, ils ont une idée. Ils vont dans le sud. Ils ont une idée assez claire de trouver une place où il fait plus chaud, où il y a de la nourriture en abondance et où il y a peu de prédateurs. OK? Ensuite, ils partent. OK? Ils ont quand même une idée assez précise de où ils veulent aller. Mais les destinations ont changé avec le temps. Il y a aujourd'hui des oiseaux migrateurs qui allaient jusqu'au Mexique qui s'arrêtent dans la région de Boston aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils planifient pas d'avance chaque étape. OK? Donc, ils partent. Puis là, ils inspectent la situation souvent. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il vente? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y en a un qui est fatigué, blessé, malade? Et ils vont s'adapter. C'est pour ça que dans un processus empirique, on parle souvent de l'inspection et l'adaptation. Donc, 3 mots-clés dans Scrum. Transparence, parce que sans transparence, on peut pas avoir une vision claire et donc inspecter, et ensuite on s'adapte. Donc, comment ça marche, Scrum? Essentiellement, on a fait des petits ajouts avec l'expérience à Scrum, mais on fait ce qu'on appelle une première itération. Et les itérations, dans la terminologie de Scrum, on appelle ça des sprints. Et on appelle ça un sprint 0. Et dans le sprint 0, ce qu'on fait essentiellement, c'est se donner une itération typiquement de 30 jours, suggérée dans le Scrum, où là, contrairement à ce qu'on fait en agilité, c'est-à-dire de vouloir livrer du logiciel fonctionnel à chaque itération, l'itération 0, c'est l'exception à la règle. OK? C'est de se donner une itération pour établir clairement la vision, faire peut-être une première ébauche de l'architecture. OK? Ça ne veut pas dire d'implémenter cette architecture-là, mais de voir d'un point de vue fonctionnel puis un point de vue de déploiement, ça a l'air de quoi cette application-là? C'est une application web?
Es-tu en .NET ou es-tu en Java? Donc, les décisions fondamentales du projet, qui va être sur le projet, et ainsi de suite. Donc, moi, j'appelle ça souvent créer une charte de projet. Donc, on crée une charte, on essaie de mettre sur une page les grands enjeux du projet, les objectifs et ainsi de suite, et on se crée un plan. Donc, le plan, en Scrum, l'élément de base, c'est ce qu'on appelle je vais donner le terme anglais, c'est ce qu'on appelle un product backlog. La meilleure traduction qu'on a trouvée, c'est un carnet de produits. Donc, le carnet de produits, c'est essentiellement la liste des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de notre application qu'on priorise. Donc, ça pourrait être littéralement, tu es dans ton Excel, à chaque ligne, tu inscris une exigence, puis là, tu as une liste. Exact. Et en Scrum, on a 3 rôles. OK? Donc, on a le rôle qu'on appelle Product Owner, donc propriétaire d'application, qui est notre client. OK? Qui, lui, a un rôle bien précis sur le projet, c'est-à-dire de prioriser cette liste-là. De toujours s'assurer que les éléments, on travaille sur les éléments de plus haute priorité. Parce que qui d'autre que le client peut mieux te dire qu'est-ce qu'il veut dans chaque itération? Exactement. Donc, le premier rôle, c'est ça. Le deuxième rôle, c'est le Scrum Master. Puis c'est conscient que Ken Schwaber et Jeff Sutherland, quand ils ont créé la méthodologie, qui ont donné un titre un peu spécial en l'appelant Scrum Master. Le principe, l'idée, c'était de pas l'appeler Project Manager. Pour trancher, pour expliquer que essentiellement, malgré qu'il y a une position un peu dirigeante dans le projet, le Scrum Master n'a un rôle totalement différent que le gestionnaire de projet traditionnel. OK? En fait, le Scrum Master, son rôle, c'est de s'assurer que le processus est appliqué. OK? Donc, il n'y a pas nécessairement une autorité sur les gens. Les gens vont pratiquer l'inspection et l'adaptation, donc vont s'auto-organiser. On travaille avec des équipes pluridisciplinaires. Et les équipes vont nécessairement s'auto-organiser pour réaliser les fonctionnalités que le Product Owner aura priorisées. C'est un peu de la reconnaissance que le Product Owner, c'est un peu ton champion de produit. Exact. Lui, il sait qu'est-ce qu'il veut avoir. Exact. Mais ça te prend aussi un champion de processus pour vraiment pouvoir partir du point A et se rendre jusqu'à l'étape Z. C'est-à-dire du point A au point B, ou en tout cas faire les bonnes étapes. Exact. Donc, il connaît bien Scrum, il peut l'enseigner. Il explique aux gens, il explique au product owner comment prendre avantage du processus pour améliorer son retour sur investissement. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il aide l'équipe, donc il enlève les barrières et il s'assure principalement que le processus est appliqué avec discipline. Le mot discipline est important ici. Très, très important, fondamental. Donc, il y a un product backlog qui est essentiellement une liste d'exigences fonctionnelles et toutes non fonctionnelles aussi, donc les différents besoins que le produit devrait satisfaire. Comment on crée une itération ou en tout cas un sprint à partir de... Exact. Donc, à partir du moment qu'on a une itération 0, de fait, donc on a une liste initiale. OK, puis on sait qu'il va s'ajouter des choses, qu'il va potentiellement s'en enlever, que l'ordre là-dedans va changer, mais là on est prêt à démarrer un Scrum. Et le Scrum, c'est l'unité de l'itération, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un sprint. On suggère 30 jours. Dans la littérature, moi, je suggère souvent 28 jours. Le principe est simple, c'est que ça rentre sur 4 semaines juste. Mm-hmm. OK, donc dans les projets où on a des plus petites équipes, on fait des itérations de 2 semaines aussi. Donc, l'idée, c'est de trouver le cycle qui convient à votre organisation. Donc, on appelle ça un sprint. Et comment ça démarre? Ça démarre par une session qu'on appelle un sprint planning. OK? Et tout dans Scrum est dans des boîtes de temps. OK? Donc, l'itération, le sprint a une durée fixe. Elle peut être, selon les projets, changée, mais une fois qu'elle est établie, elle est établie. Si on dit 28 jours, au 28e jour, on va démontrer au product owner toutes les fonctionnalités qu'on a bâties pendant ce Scrum-là, pendant ce sprint-là. Exactement. Donc, l'idée, et le sprint, donc le sprint commence par une session de sprint planning, OK, qui est dans une boîte de temps aussi. On suggère typiquement une journée pour un sprint d'1 mois. OK? Pour un sprint de 2 semaines, on va essayer de faire un petit peu plus court. Okay? Et ça, est-ce que c'est l'équipe au complet qui participe? Exact. Au sprint review, au sprint planning, toute l'équipe participe. Donc, ça se déroule essentiellement en 2 temps. OK? Dans un premier temps, on va essentiellement s'assurer, basé sur notre expérience, sur notre capacité précédente à livrer du logiciel, à quelle vitesse on livre du logiciel, typiquement en 1 mois. On va établir un engagement de l'équipe. Donc, c'est quoi les fonctionnalités
Puis là, on parle pas de tâches. On parle de vraiment fonctionnalités qu'on extrait du carnet de produits, qu'on pense être capable de développer durant le prochain mois. Donc, il y a un aspect de sélectionner 5 à 10 fonctionnalités qu'on voudrait développer durant le prochain mois. Selon aussi les priorités que le client a établies. Exact. Et là, c'est le temps de faire les dernières clarifications, et ainsi de suite. C'est sûr que si des éléments dans le carnet de produits sont pas clairs du tout, moi, ce que je suggère, c'est de pas les adopter dans le sprint tout de suite, de constater ça puis de dire, OK, Product Owner, si tu veux l'avoir, cette fonctionnalité-là, ben, il faudrait la clarifier pour le prochain sprint. OK? Souvent, d'un point de vue d'architecture, tu peux expliquer aussi au Product Owner, ici, il y a un risque très possible. Puis là, tu vas peut-être, conjointement avec lui, décider qu'il y a une fonctionnalité qu'on veut mettre, mais qui va peut-être être juste une preuve de concept ou une validation. Exact. Qui serait dans une itération juste pour enlever le risque. Exactement. Donc ça, c'est la première partie du sprint planning. La deuxième partie, c'est que l'équipe va identifier la liste des tâches nécessaires pour accomplir, en fait, livrer ces fonctionnalités-là du Donc logiciel. là, on passe de fonctionnalité à tâche. Donc, on passe de exigence Ouais. à tâche gestion de projet, Exact. littéralement. Exactement. Donc, mais plutôt que dans une approche traditionnelle où on essaie d'identifier toutes les tâches d'avance, là, on attend le plus tard possible, c'est-à-dire qu'on les identifie juste au moment où on est prêt. OK? Donc, on investit peu de temps d'avance parce qu'on sait que c'est... Tu sais, essayer de découvrir toutes les tâches de fonctionnalité qu'on fera jamais, on s'entend que c'est une perte de temps. Donc là, on a déjà identifié une dizaine de fonctionnalités qu'on veut faire. Là, l'équipe prend le reste de la journée pour dire, OK, quelle tâche ça va prendre et ils estiment le temps nécessaire pour accomplir essentiellement ces tâches-là. Et donc, dans le carnet de produits, on a des choses que le product owner, le propriétaire d'application, comprend et est capable de valoriser. Donc, c'est des fonctionnalités. Donc, on trouve pas des choses comme ajouter une colonne dans une table d'une base de données. Ça, c'est une tâche. Ça, c'est une tâche. On a besoin de cette colonne-là parce qu'on veut stocker cette information-là pour accomplir certaines fonctionnalités. Donc c'est important de faire la Par différence exemple, la entre les deux. fonctionnalité, ça pourrait être de permettre de payer avec des cartes de crédit. Et là, Exact. peut-être va falloir acheter une colonne pour garder l'information reliée avec la carte de crédit. Exact. Il va falloir ajouter un champ dans le formulaire. Il va falloir ajouter des règles d'affaires. C'est ça que l'équipe détermine durant son sprint planning. Et la liste de tâches, on appelle ça le sprint backlog. Donc, le carnet de sprint. OK? Donc, à ne pas confondre parce qu'on utilise le terme backlog dans les deux cas. OK? Donc, carnet de sprint et carnet de produits. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait durant le mois? Ben, on veut que l'équipe, elle développe. OK? Donc, elle développe le logiciel et elle travaille sur les fonctionnalités. Sa seule responsabilité administrative, c'est de s'assurer que le reste à faire sur chacune des tâches est maintenu. Donc, le sprint backlog est essentiellement la propriété de l'équipe et non du gestionnaire de projet. Donc, s'il y a des nouvelles tâches, ils les ajoutent. Et à chaque jour, ils indiquent combien de temps il reste à faire sur les tâches sur lesquelles ils ont travaillé. Puis à chaque jour, il y a une activité au début de la journée qui s'appelle le Daily Scrum. Et la meilleure traduction francophone qu'on a pu trouver, on appelle ça la mêlée quotidienne. un peu comme au rugby. Exact. Donc, c'est une mêlée. Et le principe de la mêlée, c'est de dire, on prend 15 minutes le matin pour partager et inspecter et s'adapter, en fait. OK? Donc, c'est-à-dire, moi, hier, j'ai travaillé sur ça. Je suis rendu à telle étape. Je compte travailler sur ça aujourd'hui et j'ai telle chose qui me bloque. Donc, essentiellement, répondre à 3 questions. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier meeting? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ou me ralentit? Et qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui? Ça, c'est à tous les jours. À tous les jours. Puis il y a une période de temps là qui est précise. Il y a une limite de temps. À La tout limite, ça. comme dans tout dans Scrum, c'est dans une boîte de temps et la boîte de temps dans ce cas-ci, c'est 15 minutes. Donc c'est super rapide là. C'est vraiment au début de la journée là. C'est une mêlée, c'est ça. Le terme. Exact. est Et le bien. principe, c'est vraiment pas de se rapporter, ok? De dire le gestionnaire de projet est là en avant puis il note tout ce qui se dit. Le principe, c'est que l'équipe échange. Donc moi, je dis par exemple, hey Mario, moi hier j'ai complété la tâche de login, donc toi tu vas pouvoir la prendre pour faire telle chose. Donc c'est vraiment de se synchroniser. Parce qu'on peut avoir des dépendances un l'autre. Donc si moi je dis hey, je suis pris là parce que j'avance pas à cause peut-être de toi Mario, toi tu peux peut-être te dépêcher à livrer cette tâche. C'est impossible que tu avances Ah, pas ok, à cause ok, de ok. moi. OK, à cause des règles, disons.
C'est réaliste, ça. Donc, l'avantage, c'est que tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait. Exact. On n'est pas dans un petit coin, là, chacun dans un silo, là. Et malgré que dans les méthodologies agiles, on va préconiser beaucoup de travailler dans des aires ouvertes où les gens peuvent se parler beaucoup, ça enlève pas l'importance du daily scrum ou de la mêlée quotidienne, parce que durant la mêlée, la différence, c'est qu'on est tous là en même temps. C'est parce que ça serait juste de se rapporter, il y a toujours un fin finaux qui dit bagage. J'ai pas besoin de me présenter le matin, moi je vais arriver juste à 10h30, 11h, puis je vous dirai bien, j'ai fait un projet, qu'est-ce que j'ai fait hier. Exact. Le principe, c'est que le monde devrait avoir hâte d'aller à leur mêlée quotidienne. C'est le fun, on est en train de prendre un café ensemble le matin, puis on échange. On part la journée. Exact. Là. Si la mêlée quotidienne, c'est une corvée, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites pas correctement. Ok, ça devrait être agréable d'aller à la mêlée puis d'échanger. Okay? Je pense que le point important, tu l'as mentionné, c'est pas une activité où on se rapporte aux gestionnaires de projet, là. On discute du projet, on discute de nos activités, puis bon, nos bons coups, là, ça a bien été, tout ça, puis... Exact. Puis on limite ça à 15 minutes. Donc, c'est pas un gros investissement de temps. Donc, on a ces activités-là qu'on fait journalièrement. Moi, là, ce qui me vient de facto, c'est il arrive à un moment donné la fin de l'itération. Exact. Qu'est-ce qui va se passer? OK. La première règle, une des règles de Scrum, c'est de produire à la fin du sprint un incrément du produit qui doit être en un état potentiellement livrable. OK? Donc, ça veut pas dire nécessairement qu'on va le livrer, mais à chaque itération, le code qu'on présente doit être de qualité pour pouvoir aller en production. OK? Il y a une règle, OK, qui dit, si une fonctionnalité n'est pas complétée pour X raison, on ne la démontre pas. OK? Donc, à la fin du sprint, on a ce qu'on appelle le sprint review, où la première étape, c'est de faire une démonstration de ce qui a pu être accompli. Et si une fonctionnalité n'est pas complétée, ben on la démontre pas. Et ça met un emphase sur découper le product backlog assez granulairement. OK? Parce que si, au début du sprint, on a sélectionné une fonctionnalité à développer, OK? Parce qu'elle est grosse, puis on ne l'a pas découpée. Si on la complète pas, ça nous fait une démo un peu plate, OK? Donc, l'idée, c'est que si on a sélectionné 7, 8, 10 fonctionnalités, s'il y en a 9 sur 10, malgré qu'il faut peut-être se questionner sur est-ce qu'on aurait pu faire 10 sur 10, mais ça reste qu'on a quand même fait 9 sur 10, puis on peut démontrer tout ça, ça fonctionne, c'est qualité production, et le client pourrait dire, j'aime ça, j'aimerais ça le mettre en production. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut pas dire nécessairement, hey, mets ça en production, installe ça demain matin. Ça veut dire que j'aimerais consacrer une partie du temps du prochain sprint à livrer. Ce qui va dire que sur le prochain sprint, je vais investir moins de temps à développer de la nouvelle fonctionnalité, puis je vais investir un petit peu de temps pour effectivement faire l'activité de livrer mon logiciel en production. Donc, le fait qu'on ait justement ce sprint review-là, ça renforce les 4 valeurs. Entre autres, la valeur de dire on favorise du code fonctionnel, forcément, et aussi qu'on favorise une collaboration avec le client. Le fait qu'on soit capable d'y montrer, regarde, dans cette itération-là, on a fait ces 8 fonctionnalités-là sur les 10 qu'on t'avait promis. Ça change le contrôle, la relation qui est que, parce qu'au début, quand les gens sont pas habitués avec l'approche agile, les clients, eux autres, qui sont habitués, c'est qu'on promet mer et monde et on livre jamais, 6 mois plus tard. Donc, déjà que le premier mois, on y montre 8 des fonctionnalités sur 10, là, il fait comme, ça peut exciter du logiciel qui fonctionne. Puis là, tu changes complètement la dynamique et après 3, 4, 5 itérations, le 5e, 6e mois, le client, là, il est vraiment confiant quand on fait le sprint que ces fonctionnalités-là vont être livrées. Exact. Puis quand tu m'as demandé au début de l'entrevue qu'est-ce que c'est Agile, mais moi, quand on me demande qu'est-ce que c'est Scrum, j'ai dit c'est un processus qui livre du logiciel à tous les 30 jours. Et là, le client pourrait répondre, j'ai pas besoin d'attendre 18 mois pour avoir ce que je veux pas. Moi, je vais lui répondre, effectivement, tu vas attendre juste 30 jours. Il y a des chances. OK, j'ai pas la prétention qu'au bout du premier 30 jours, je vais lui livrer exactement ce qu'il veut. Mais, si c'est pas ce qu'il veut, on va le savoir au bout de 30 jours au lieu de 18 mois. Donc, on peut se rajouter rapidement. Exactement. Puis on n'a pas investi la moitié ou le projet au complet dans une direction qu'on ne devait pas aller. Exact. Puis là, le dernier élément que j'aimerais ne pas oublier, pour boucler la boucle du sprint, dans l'activité de sprint review, j'ai mentionné déjà la démonstration. La deuxième partie, c'est la rétrospective. Donc, l'équipe fait une réflexion sur son processus.
OK, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qu'on aimerait essayer? Qu'est-ce qu'on veut plus faire? OK, donc l'équipe va investir, encore une fois, tout est en boîte de temps. Donc, sur une période d'un mois, le sprint review, moi, je suggère 4 heures. Une première heure ou 2 heures pour la démo, puis une autre heure ou 2 heures pour l'aspect rétrospectif. Où là, on essaie d'identifier c'est quoi notre plus gros obstacle en tant qu'équipe. OK? Puis on n'essaye pas de tout régler nos problèmes à la fois. OK? On en jase, puis on essaie de découvrir un ou deux problèmes qui sont les éléments les plus gênants, si on veut, pour l'équipe, puis on va s'établir un plan d'action. Fait que imaginez qu'à chaque mois, on trouve les un ou deux problèmes les plus gênants, puis on les règle durant le prochain mois. Au bout de 5, 6, 8 mois, on commence à avoir un processus qui devient de plus en plus rodé. OK? Donc, c'est l'empirisme qui est en train de faire son œuvre, puis de dire notre processus devient de plus en plus adapté à notre organisation. Là, moi, je vais amener juste un point. Ce que je comprends, là, c'est agile, c'est beaucoup sur le processus qu'on travaille. Puis là, quand tu dis on livre à tous les 30 jours des produits, il y a des gens qui ont connu le développement, d'autres approches de développement dans la fin des années 90, entre autres le fameux RAD, Rapid Application Development. Mm-hmm. Dans quelle mesure ça, ce n'est pas la même chose que le RAD qu'on connaissait à la fin des années 90? En fait, ça se ressemble beaucoup, en fait, dans le, si on veut, dans l'objectif. OK? C'est peut-être dans la façon de l'accomplir où c'est différent, ou peut-être aussi les valeurs sont plus claires. Le processus Scrum, c'est un processus très clair, très discipliné. Donc, il y a des valeurs très claires, ce qu'il n'y avait peut-être pas RAD. Exact. Puis je pense aussi ce que Scrum comme méthodologie amène pas, il y a des techniques d'implémentation que par exemple d'autres méthodologies comme XP favorisent que les approches RAD n'avaient pas. Entre autres, je pense à test unitaire, intégration continue, ce que RAD amenait peut-être pas, puis c'est ce qui va peut-être faire la différence entre des concepts qui du point de vue pratico-pratique se ressemblent, mais l'approche agile fait plus sa marque que ce que fait RAD. Exact. Au niveau de la prescription des pratiques de développement, Scrum dit rien. OK? Scrum, ce qu'il dit, c'est trouve le moyen de livrer un logiciel de qualité production à chaque mois. OK? Puis évidemment, nous, dans les organisations où on implante des processus agiles, on utilise en parallèle beaucoup des pratiques qui sont issues de la communauté XP, qui sont des pratiques qui sont, on veut, plus de développement. Puis il y avait un blog d'Alan Shalloway, je crois, de NetObjective, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui disait « Agile Project Management is not enough ». OK? C'est-à-dire que, par exemple, si on applique Scrum, c'est un bon départ, mais ça n'empêche pas que c'est nécessaire d'avoir les compétences, de maîtriser les outils, de savoir c'est quoi de l'orienté objet, d'avoir des bonnes techniques de test unitaire, d'avoir des bonnes techniques d'intégration continue, et ainsi de suite. Donc, nous, chez Pyxis, évidemment, on a développé cette expertise-là d'accompagner les organisations au-delà de faire de la gestion de projet agile, mais aussi d'enseigner aux développeurs certaines bonnes pratiques de développement logiciel, puis de les aider, les accompagner dans l'application de ça. Si on en parle de ces pratiques-là, la majorité sont issues de Extreme Programming, qui, le nom le dit, Extreme, c'est aperçu très extrême, mais avec les années, maintenant, on peut décanter, puis il y a des pratiques que Extreme favorisait, que tout le monde maintenant, je pense, reconnaît, par exemple, que l'intégration le plus rapidement possible, pas attendre 3 semaines pour intégrer le code de tout le monde, c'est une pratique qui est nécessaire. On peut en parler de quelques-unes. Bon, tu parles d'intégration continue. Quand on dit intégration continue, ce qu'on veut dire, puis là, il y a de plus en plus d'outils qui supportent ça, c'est que dès que des gens déposent des nouveaux codes sources dans le dépôt de source, essentiellement, il y a une machine qui est en veille sur le dépôt de source, puis que si elle détecte des changements, elle va déclencher automatiquement le processus de build. Donc, ça va plus loin qu'un build quotidien, si on veut. OK? Donc, nous, dans nos projets, par exemple, ce qu'on suggère, c'est de le mettre aux 15 minutes. OK? Donc, la machine, toutes les 15 minutes, elle va voir au dépôt de source. S'il ne s'est rien passé, elle fait rien. S'il y a eu un changement, elle va déclencher un build. OK? Puis donc, elle va construire le logiciel.
Donc, ça assure que, par exemple, on n'a pas le problème du développeur qui dit « ça marche sur mon poste ». OK? Si ça marche sur ton poste, mais ça marche pas sur la machine d'intégration continue, Il y a un problème. il y a un problème. Parce que la valeur, c'est on veut du code fonctionnel, mais pas juste fonctionnel sur le poste développeur, mais fonctionnel. Parce qu'en général, le poste de développeur, on ne l'envoie pas chez le client. Non. OK? Donc, l'intégration continue, c'est une pratique qui amène beaucoup de valeur. Parce qu'en plus, c'est que si on a créé un problème, OK? Donc, moi, Mario, par exemple, a déposé des sources il y a 15 minutes. Si la machine t'envoie d'intégration continue, t'envoie un message disant, ben, moi, j'essaie de construire, ça fonctionne pas. C'est frais dans ta mémoire, ce que tu as fait. Ouais. Donc, pour découvrir le problème, ça va te prendre beaucoup moins de temps que si 3 jours après ou 3 semaines après, tu fais l'intégration, puis tu dis, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que j'avais fait, ce jour-là? Qu'est-ce que j'avais fait il y a 2 semaines? Absolument, c'est pas ça qui se passe. C'est que les Exact. gens s'en souviennent pas, puis là, ça te prend un expert qui, lui, essaie de tout Donc, repatcher. ça le tout. limite beaucoup les pertes de temps. Donc, si tu crées un problème d'intégration, tu vas le savoir à l'intérieur d'un délai de 15 minutes. C'est très frais ce que tu as fait. Tu vas pouvoir corriger le problème. Ouais, Donc, puis il y a c'est- beaucoup de firmes qui ont des processus assez le fun. Ils se mettent des lumières là, rouges, vertes. Ouais, là, on peut donner un nom à notre machine d'intégration continue. Puis quand elle nous envoie des messages email, on peut lui répondre. Je me demande qui a des idées saugrenues comme ça. Donc, Donc, une des pratiques intéressantes, c'est ça, l'intégration continue. Une autre pratique fort intéressante, puis je pense que maintenant tout le monde reconnaît la valeur de ça, c'est bâtir des jeux de tests unitaires avant même d'écrire le code que tu veux fabriquer pour résoudre le problème. Exact. Donc, finalement, réfléchir au design ou à l'interface publique de ta classe avant de bâtir la classe. exactement. Le principe, c'est, on appelle ça en anglais le test-driven development, donc le développement piloté par les tests. Le principe du développement par les tests, si on veut le vulgariser en 2 minutes, c'est de commencer par écrire un test, de s'assurer qu'il passe pas. Donc, d'exécuter le test. Parce que si on a écrit un test, puis on n'a pas écrit de programme encore, puis le test passe, Il y a un c'est de se problème. poser des questions sur la validité du test. Donc, la première étape, c'est d'écrire un test. Ensuite, j'écris l'implémentation la plus simple qui permet de faire passer le test. Et ensuite, je refactorise mon code pour m'assurer est-ce que j'ai des duplications, j'améliore mon design, et je fais ça par petits pas. Donc, c'est pour ça qu'en anglais, on dit red, green, refactor. Donc, la lumière rouge, Le test passe pas. le test passe pas. Verte, elle passe. Refactorisation. Je m'assure que le design ou la conception est encore cohérente et je fais ça par petits pas. On améliore. OK? Donc, ça va donner une plateforme de régression, de test de régression absolument essentielle avec le temps. Donc, on gagne beaucoup de confiance. Parce que dans beaucoup d'organisations, en fait, moi, je dirais que dans toutes les organisations de développement logiciel, il y a le bout de code que personne veut toucher. Ça, touche pas, ça marche. OK? C'est lettre, mais ça marche. Ça marche. Ouais. OK? Avec si on a une bonne batterie de tests, on a fait du développement piloté par les tests, on a cette confiance-là de modifier le code que si je brise quelque chose en faisant ma modification, ben mes tests vont me le dire. Parce que ça, une des valeurs qu'on veut, c'est d'être capable d'embrasser le changement. Donc, on veut être capable de changer à n'importe quel moment donné. Ben, si on a les jeux de test, on est équipé pour être capable de changer. Exact. C'est pour ça que les pratiques de développement si on veut, se compensent. OK? On peut pas faire de la refactorisation, beaucoup de refactorisation, c'est-à-dire toujours changer le code, améliorer la conception, si on n'a pas du développement, au moins des bonnes pratiques de test unitaire. Peut-être pas aller jusqu'au développement piloté par les tests, je dirais qu'idéalement oui. Mais si on n'a pas de tests, on peut pas facilement appliqué la pratique de refactorisation, parce que là, on va briser notre code continuellement. Une autre pratique, Extreme Programming, eux, ils favorisaient, par exemple, le pair programming. Mais derrière tout ça, c'est reconnaître que des revues de code, ou en tout cas d'avoir d'autres yeux que juste les yeux du développeur, c'est quelque chose de très profitable, pas juste pour améliorer la qualité du code, mais pour favoriser l'échange de connaissances pour que chaque développeur devienne des meilleurs programmeurs. Donc, Extreme Programming, lui, eux, ce qu'ils disaient, c'est mettons les gens en paire, 2 par 2, puis comme ça, ils vont vraiment améliorer leurs compétences. Exact. C'est la pratique la plus controversée, si on veut, d'Extreme Programming, c'est le pair programming. Surtout que dans certaines littératures du début d'Extreme Programming, peut-être si vous trouvez des livres, peut-être du début des années 90, on va dire des choses du genre écrire 100% du code en paire.
Ouais. Moi, je suis pas de cet avis-là. Parce que de travailler en paire à tous les jours, 7h30 par jour, je pense que Difficile. c'est difficile. Ou juste au niveau de, t'as besoin de ta bulle. Les développeurs, on a souvent des personnalités un petit peu individualistes. On a besoin un petit peu de notre individualité. Mais le principe qu'il faut connaître, c'est de dire il faut qu'il y ait des revues de code. Exact. Puis le fait de pairer, ça fait de la revue continuelle. Okay, donc, moi, ce que je suggère souvent dans les organisations, parce que ce qu'on va dire souvent, OK, pairer, nous autres, tout le temps, on veut pas. Par contre, si on y va juste de façon opportuniste, c'est-à-dire on va pairer quand ça nous adonne, si c'est pas dans la culture de l'entreprise, ça arrivera pas. Donc, moi, je vais établir des règles au départ, disant, mais je vais obliger de pairer 2 heures par jour. OK, puis éventuellement, ça va devenir naturel, la règle, elle peut disparaître. Mais, tu sais, de le forcer un petit peu. Mais de pairer 7h30 par jour, je pense vraiment pas du tout que c'est une bonne idée. Ou d'y aller selon les cas. Là, je travaille sur quelque chose qui est un petit peu pointu. J'ai besoin d'une autre paire d'yeux à côté de moi, là, puis des exact. idées. Donc, mais au début, je le force un peu. Ouais. Parce que c'est pas dans la culture. Donc, je veux dire, moi, je m'en fous comment, mais 2 heures par jour, je veux que vous soyez en paire. Mais Okay. aussi, il y a des gestionnaires qui sont très réfractaires à ça, puis ils disent, quoi, j'en arrête. Hey, ça coûte cher, là. Mais implicitement, dans beaucoup d'organisations, les discussions de corridor, là, où tu rencontres tes partenaires, disent, j'ai telle chose, puis là, tu commences à discuter, puis là, tu l'amènes devant ton poste. Qu'est-ce que tu es en train de faire à quelque part? Tu es en train de faire une revue, ou en tout cas une validation. Puis tout bon développeur va demander conseil à ses collègues. C'est l'interaction, les réunions de coin de bureau, là. On en a toujours, puis on se challenge, on se dit, bon, ben, quand je fais ça de telle façon, vois-tu d'autres choses? Exactement. Puis quand on perd jamais, on promouvoit la spécialisation. Donc, il y a le bout de code que Mario connaît, puis que personne d'autre connaît. Mais qu'est-ce qui arrive si Mario rentre pas un matin, puis on a besoin de faire une modification dans ce code-là? Donc, si on a fait un peu de promotion, de travailler en paire, ben, moi, je vais pouvoir dire, ben, l'autre fois, j'ai travaillé avec Mario là-dessus, là, je pense que je vais essayer de me débrouiller. Mais là, on voit le bénéfice d'avoir fait ça. Mais c'est pour ça aussi que les approches agiles, à peu près tout le monde reconnaisse que le code, il appartient à la collectivité. Exact. Il n'y a pas de code qui appartient à Mario. Puis pour qu'il appartienne à la collectivité, absolument, on va établir des standards de code parce qu'on veut que n'importe qui soit capable d'ouvrir le code dans son éditeur et pouvoir le changer. C'est permis dans une approche agile parce qu'on fait confiance aux individus. Exact. Donc, le code par la collectivité, les standards de codage sont 2 autres pratiques de Extreme Programming. Puis il y en a d'autres, là, entre autres, Extreme Programming, c'est d'avoir le client on-site, mais à quelque part, Scrum reconnaît ça aussi, c'est-à-dire on veut vraiment collaborer avec le client. Exact. Puis on veut aller plus loin que ça. Dans l'écriture des tests, par exemple, une des pratiques qu'on préconise beaucoup, c'est d'écrire les tests d'acceptation avec le client. Ouais. OK? Donc, quand si on revient à Scrum, OK, dans le Scrum, on va avoir dans notre carnet de produits une liste de fonctionnalités. Ben, disons que Mario, c'est mon client. Moi, je vais lui demander à Mario, cette fonctionnalité-là, c'est quoi tes critères, Mario, pour me dire que ça va être fini, que ça marche? Je vais te poser des questions, puis je vais l'écrire sous forme de test. OK? Il y a différents outils qui permettent d'écrire des tests d'acceptation. Il y a Fitness. Nous, chez Pixis, on est en train de développer un produit qu'on va lancer à... Vous avez lancé à Agile 2006. Exact. Donc, restez à l'écoute. Agile 2006, on va avoir un produit. Ben, écoute, on va te réinviter pour faire une émission sur les tests d'acceptance l'année prochaine, si ça te tente, là. Ça va être vraiment dans la lignée de où nous, on aime ça, éduquer nos auditeurs sur... On s'éduque aussi. Juste pour revenir sur, on demande à notre client de définir clairement c'est quoi pour lui le concept de terminer. Exact. Mais ça, faut pas juste demander au client. Chaque développeur doit définir lui aussi qu'est-ce que c'est de terminer sa tâche, tout ça, parce que c'est ça qui va mettre en place une bonne discipline. Exact. Puis ça, c'est une des activités que j'aime bien faire tôt avec une équipe. On a parlé un peu plus tôt de l'activité de rétrospective à la fin du sprint. Ben moi, je vais poser la question carrément à l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres terminer? Puis je vais poser la question à Mario. Mario va me dire, moi, quand j'ai fini de coder, j'ai fini. Ah, OK. OK, parce que j'ai déjà entendu dans des emails quotidiennes, j'ai fini, puis le lendemain, je suis en train de tester.
Mais t'es gentil de me dire quand j'ai fini de coder, parce que souvent, les architectes vont dire, ben, quand j'ai fini l'architecture, c'est fini. Pas besoin d'implanter. Ou il y a d'autres développeurs qui vont dire quand ça compile, c'est fini. Ouais, mais toi, Mario, t'es un architecte, hein, tu codes plus. Non, je fais partie de la minorité des architectes qui croient qu'il faut vraiment maîtriser les outils d'implémentation pour faire des bonnes architectures. Donc, le principe, c'est de s'assurer que tout le monde a une compréhension commune de terminer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous terminer? OK? Parce que c'est chiant quand quelqu'un nous dit qu'il a fini puis que c'est pas fini. Première chose. Puis, juste la question bête et méchante, la documentation utilisateur ou la documentation de déploiement, est-ce qu'elle est inclue ou pas inclue? C'est important que ça soit clair. Moi, j'ai pas nécessairement de préférence. Ben, en fait, je préférais probablement que ça soit fait à mesure, donc inclus. Mais si ça ne l'est pas, ce que je veux, c'est que ça soit clair pour tout le monde, puis qu'on ait les éléments dans le backlog pour refléter, pour pas qu'on soit à 2 jours avant la fin de la livraison, ben là, on n'a écrit aucune documentation. Ou, tu sais, le principe pour terminer, c'était juste ça compile. Tu commences à regarder les tests unitaires, ben là, la couverture des tests unitaires, ça couvre 10% du code. Donc, clarifie c'est quoi le pourcentage de couverture que tu considères qui est acceptable. D'autres critères, ça peut être la complexité cyclomatique de tes classes. Il faut pas que ça soit plus que tel numéro. C'est différents critères à établir. Ça va varier d'une équipe à l'autre. L'important, moi, ce que je vais chercher durant cette session de rétrospective-là, c'est que je vais écrire au tableau les éléments de notre définition de terminé. Puis à la fin, je vais aller chercher l'engagement de tout le monde. Je vais regarder tout le monde dans les yeux, un par un, puis dire, est-ce qu'on s'entend que notre définition de terminé, c'est ça? Mm-hmm. Puis là, on a un commitment dans les yeux. OK? Un par un. On est d'accord, là? Notre définition de terminé, c'est ce qui est au tableau. Après ça, on prend une belle petite photo de ça, puis on l'affiche dans notre aire de travail. Ça veut dire que là, on a vraiment créé un sentiment commun de qu'est-ce que ça veut dire terminer. Ça m'amène au dernier point que je voudrais peut-être couvrir avec toi, que les approches agiles vont favoriser, ou en tout cas vont forcer à rendre explicite, c'est-à-dire le fait que ça n'existe pas un projet parfait où tout va toujours bien. Ben non. Donc, si ça n'existe pas, tu demandes aux gens de se commettre. Donc, veut pas, un moment donné, dans une équipe quelconque, il y a des discussions un peu corsées, ou en tout cas, faut se dire les vraies choses. Puis, l'approche agile, vu qu'on veut une approche disciplinée, ça va forcer les vraies choses à se dire. C'est-à-dire que si tu as un canard boiteux dans ton équipe qui livre pas, il va falloir un moment donné là, qui s'explique, puis pas juste devant le Scrum Master, mais devant le reste de l'équipe, parce que tout est transparent. L'idée, si on en a un qui est boiteux, c'est de l'aider. OK? Bon, ultimement, si on l'a aidé, puis bon, ça fonctionne pas, ça se peut que ça fonctionne pas. Puis ça se peut que ça veut pas. C'est pas parce que ça fonctionne pas que cette personne-là est mauvaise. C'est peut-être juste qu'elle est pas à sa place, puis qu'il y a il y a une équipe pour lui ailleurs où lui va mieux s'épanouir. OK? Peut-être pas le bon projet. C'est pas, ça fonctionne pas. Le constat, c'est que ça fonctionne pas. On a essayé différentes choses, ça fonctionne toujours pas, donc on va changer. Mais au moins une fois sur deux, ça fonctionne pas, mais si on prend les bonnes approches, ça va fonctionner. Ben mais oui. Il reste un certain pourcentage de fois où est-ce que la personne n'est pas à la bonne place, elle n'est pas dans le bon niveau d'abstraction, peut-être que la complexité de ce qu'il y a à faire, Il y a des conflits de personnalité. Aussi. Regarde, ça peut arriver. Mais toutes ces choses-là, en agile, il va falloir explicitement les régler parce qu'on a les daily scrum puis les questions, les problèmes vont surgir. Les rétrospectives, ça va faire sortir des choses de ce genre-là. On est vraiment ouvert, là. Oui. Transparence totale. Exact. Mais c'est à cause qu'on fait ça qu'on vient à livrer du logiciel à toutes les 30 C'est jours. probablement un des éléments, effectivement, qui... Parce que dans les projets où est-ce qu'on attendait 180 jours ou un an et demi, il y avait quand même des conflits de personnalité. C'est juste que le client il s'en rendait même pas compte. Ça, c'est dans la nature humaine. Tu mets un groupe de personnes à travailler ensemble, il va en avoir des conflits. Puis c'est correct. S'il n'avait pas, ça serait inquiétant. Ouais. En terminant, François, il y a d'autres, on a parlé de Scrum, XP, il y a d'autres approches agiles, Feature Driven Development, le MSF Agile, qui tout à la base se repose à peu près sur les mêmes principes. C'est toujours la même poutine présentée un peu différemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des itérations absolument qui sont gelées dans le temps parce qu'on a découvert que c'était une bonne pratique pour être capable de favoriser le changement. Et, comme tu disais, vraiment une transparence, une ouverture, puis les individus. Moi, mon opinion à moi, c'est que le Scrum, c'est l'approche qui le décrit le mieux en ce moment.
OK? Mais Ce qui est le fun avec Scrum, c'est que ça se juxtapose très aisément avec d'autres approches qui favorisent des techniques d'implémentation parce que En fait, on Scrum n'a pas a le choix. On a vraiment pas le choix. Ça prend d'autres choses. Scrum en lui-même est pas assez. c'est pas une méthodologie, c'est une approche de développement Exact. logiciel. Ouais. Donc, en terminant, est-ce que tu aurais un site web, un livre, un blog, quelque chose que tu voudrais vraiment recommander à nos auditeurs parce que tu crois que c'est quelque chose Peux-tu faire une recommandation puis un message? Ben oui. Ben oui. La recommandation, regarde, le livre qui me vient en tête, c'est le livre de Ken Schwaber qui est publié chez Microsoft Press. Celui sur Microsoft Press, Exact. qui est plus à jour. si tu plus veux. récent qui s'appelle Agile Project Management with Scrum. Il commence à être un petit peu difficile à trouver. Il doit y avoir beaucoup de monde qui s'intéresse. Exact. Et le message que j'aimerais lancer, c'est un message aux gestionnaires. Le message, c'est que de toujours chercher à pousser les gens et les équipes de développement à livrer plus de logiciels plus vite, toujours plus vite, c'est une recette pour éventuellement atteindre une productivité qui s'approche de zéro. OK? Qu'est-ce que tu veux dire, productivité qui s'approche de zéro? Ce que ça veut dire, c'est que si À force de presser le citron, il n'y a plus de jus. ça ressemble à ça. Le principe, c'est que si moi, j'ai mon équipe, puis on sait qu'on est capable de livrer 10 fonctionnalités dans un mois, si le gestionnaire nous pousse puis il dit, vous allez m'en livrer 12, Puis après ça, 14. Puis après ça, 16. ben, on va peut-être le premier mois réussir à livrer 12, OK? Mais ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir tourné les coins ronds. Puis tourner les coins ronds, ce que ça veut dire, c'est laisser derrière nous un petit tas de travail pas fait. Puis si on fait ça à chaque mois, le petit tas devient gros. OK? Puis c'est pour ça que, à force de presser le citron, on arrive à des situations où là, le gestionnaire demande une fonctionnalité absolument banale dans son application, puis qu'on lui répond que ça va prendre un mois. Mais là, c'est parce que la dette qu'on a accumulée en pelletant par en avant. est importante. Donc, moi, je dis au gestionnaire, est-ce que vous voulez la stratégie pour une promotion à court terme ou vous voulez avoir une retraite jeune? OK? Donc, de presser le citron, c'est peut-être une stratégie pour une promotion à court terme. Mais Tu veux pas être, tu t'espères d'avoir la promotion parce qu'il faut que tu gardes ton équipe pendant des années. Ils vont tout aller en burn-out. exact. Puis toi, ta retraite, parce que éventuellement, ça va te rattraper. Le petit tas va devenir un gros tas de merde. Mais, entre autres, je sais que tu es moins familier avec l'outil Team System de Microsoft, mais un des rapports qu'on a, c'est puis qu'on cherche à avoir, c'est qualité versus vélocité de l'équipe. Dans tous les projets, d'itération en itération, il devra toujours avoir de moins en moins de fonctionnalités ou de fonctionnalités. En tout cas, tu cherches que ce que ça diminue. C'est un signe de santé. Parce que ça veut dire que l'équipe comprend sa vélocité et l'équipe est en train de trouver comment pas laisser de petits tas. Si ça l'augmente, ça veut dire que le gestionnaire est en train de presser. C'est un signe de non-qualité, c'est un signe que ça va mal. Si la vitesse, effectivement, est de moins en moins vite, ben, ça va nous donner... De la même façon, si par contre, tu ne livres plus rien, tu es à zéro, c'est un autre symbole que là, tu as un problème. Absolument, c'est qu'il y a tellement de choses qui bloquent que là, faut que tu prennes une action, puis ça peut être justement des conflits de personnalité. Il y a d'autres choses qui sont un entrave. Il y a des tas de choses qui peuvent arriver, mais je suis sûr que vous avez déjà été sur un projet où le client demande d'ajouter un bouton, puis là, il dit, ben, ça va prendre un mois, puis là, le client, il dit, ça n'a pas d'allure. Ben, en fait, c'est qu'il est victime de sa propre stratégie. C'est ça le message que je veux laisser aux gestionnaires, c'est que laissez-nous faire notre travail, le faire bien, puis on va vous satisfaire. Essayez pas de nous presser le citron, on n'en peut finir. Là. On travaille en équipe. Là. Exact. Travaillons ensemble pour produire la meilleure solution logicielle qui va nous faire en sorte qu'on va tous être fiers à la fin du projet, puis on va aller prendre une bonne bière ensemble. Et c'est le client qui va gagner à tout ça. Parce qu'il va avoir une application qui va fonctionner, qui va être solide, puis qui va être fier. Tout le monde va gagner. Ouais. C'est comme à l'école des fans. À l'école des fans, tout le monde gagne. Écoute, on te remercie. Nous, on va à la pause et on revient avec la chronique d'Éric. OK. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts
en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté. Éric, cette semaine, je pense que sa chronique va être courte. Ben oui, imaginez-vous qu'on avait été au TechEd la semaine dernière en espérant revenir avec tout un gros sac de nouvelles avec ce qu'ils ont annoncé puis ce qui s'en vient auprès de Microsoft. Et finalement, ce qui s'en vient, c'est pas grand-chose. On attend encore les mêmes livrables que d'habitude. On attend encore Windows Vista, Office 2007, ainsi de suite. Et donc... Ce qui est correct, quelque part. C'est correct, on les attend. Hein, ce sont comme les grands invités qui vont rentrer par la porte d'en avant l'année prochaine. Mais pour l'instant, au TechEd, il n'y a pas eu beaucoup d'autres annonces à part de ça. Ça, c'est rare, ça. Il y a une annonce où moi, je suis allé voir la présentation où on présentait la stratégie pour la prochaine version d'ADO.net. Essentiellement, c'est très confus parce que c'est comme si on nous annonce une nouvelle stack pour être capable de faire de l'orienté objet, donc faire un data mapper. Mais là, la question, c'est dans quelle mesure ça, c'est pas en conflit avec tout ce que l'approche Link, et donc le langage Integrated Query qui a été annoncé à l'automne passé. Puis là, maintenant, le message, c'est que Link va englober cette nouvelle façon de faire justement du mapping de ta base de données avec ces nouvelles fonctionnalités-là dans ADO.net. Est-ce que la communauté .NET est comme la communauté Java qui cherchait à une époque sur JDO, Hibernate ou HDB? Ben, on est exactement encore là. Le même, le syndrome de savoir comment on fait de la persistance dans des bases de données, ça semble être un problème qui est toujours d'actualité. Hein? Qui est toujours pas résolu. Il y a une connaissance à nous qui vient à l'occasion à Montréal faire des conférences, qui était New World, qui a déjà dit que justement la persistance des objets vers les bases de données relationnelles, c'est le Vietnam des compagnies d'informatique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui a trouvé une bonne solution. Donc, Microsoft là ont déjà une stratégie avec les tabulaires, avec les datasets. Maintenant, nous annonce une stratégie avec un framework entité-relation. Donc, un modèle d'abstraction plus objet quelque part. Puis, on a annoncé, comme on sait à l'automne passé, la stratégie Link. Donc, il va être d'avoir les queries directement dans le... J'avoue que la stratégie Link m'interpelle beaucoup, moi. Ouais, ben Link est très intéressant. Puis moi, ce que je vois, c'est à quelque part, s'ils réussissent à bien faire la jonction entre ce qu'ils ont annoncé, l'Entity Relationship Framework et Link, ça va être très puissant. Mais après ma barre, il y a beaucoup de gens qui ont perçu ça comme étant plus pas un ou, mais un et. C'est-à-dire une confrontation entre deux approches. Faudra voir dans les prochains mois, dans les prochaines années comment ça va. Il voit juste plus de poutine par-dessus la poutine qu'on a déjà. D'accord. C'est la nouvelle que j'ai eue. D'ailleurs, parlant d'autres nouvelles, ils ont aussi annoncé renommé certains projets. Exemple, WinFX, qu'on parlait depuis déjà quelques mois, a été renommé comme .NET Framework 3.0. Ça, c'est bien, ça enlève la confusion, parce qu'il y a un autre nom, là. Ça, InfoCard devient CardSpace. Et finalement, peut-être la nouvelle qui a légèrement surpris les gens à la fin de la semaine, c'était Bill Gates qui a annoncé qu'il allait prendre une démission quelque part dans 2 ans. Une et retraite. c'est même pas une retraite. C'est pas une démission, là. C'est pas une démission, c'est une retraite. C'est même pas une retraite totale, c'est une retraite partielle où est-ce qu'il va continuer de travailler à temps partiel pour Microsoft, mais où est-ce qu'il va tenter de rediriger ses efforts plus vers la fondation Bill Gates et Melinda. Ce qui, je pense pas, va avoir un gros impact sur le futur de Microsoft. Parce que... en fait, Bill Gates a dû trouver en Ray Ozzie un dauphin, dans le sens où Ray Ozzie a eu beaucoup de succès avec plusieurs produits, a été innovateur, un peu comme Bill Gates l'était là, chez Microsoft. Juste pour situer pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, il y a 1 an, Microsoft a acheté la compagnie Groove, dont le fondateur de cette compagnie-là, c'était Ray Ozzie, qui est quelqu'un qui avait eu beaucoup de succès dans d'autres produits. C'est lui qui a créé le produit Lotus Notes il y a maintenant une dizaine d'années. Était dans son histoire, écoute, il a fait partie de l'équipe qui a créé le premier produit, le premier spreadsheet qui s'appelait VisiCalc. Sa première job, c'était sur l'équipe de VisiCalc. Tu sais. Ensuite, il a été allé travailler chez Lotus. Dans Lotus 1, 2, 3, a créé Lotus Note, qui était pas un produit, en tout cas, ça a eu un gros impact en informatique. À l'époque, c'était révolutionnaire, non? Tout à fait. Donc, il y a 4-5 ans, a créé le produit Groove, qui est vraiment un environnement de partage, de travail complètement peer-to-peer. Microsoft a acheté cette compagnie-là, puis c'était une façon pour Microsoft de pouvoir aussi s'accaparer une ressource comme Ray Ozzie. Puis là, maintenant, c'est lui qui va prendre la place de Bill Gates au niveau de la vision stratégique. Puis il est déjà très impliqué
dans la stratégie live. Malgré le fait que Bill Gates avait pas beaucoup à faire day-to-day dans les projets de Microsoft, il y avait quand même beaucoup d'influence. Hein? Il y avait une longue ombre derrière lui où est-ce que les gens étaient beaucoup influencés par ce qu'il disait, ce qu'il respirait, et ainsi de suite. Et il faudra voir si dans le mindset des employés de Microsoft, s'ils vont sentir justement une différence à ce moment-là. Moi, j'étais un peu... Je sais que beaucoup de gens disent comme toi, Eric, qu'il y avait une certaine influence, mais connaissant les gens qui dirigent les produits Microsoft, ils ont tous des égos très élevés. Je suis pas sûr qu'il y avait une si grande influence que ça. Microsoft a la capacité d'aller chercher des gens qui ont, en tout cas, des capacités intellectuelles assez élevées. Donc, je pense pas que ça va avoir un gros impact. Tu veux dire des gens avec des grands égos? Ouais. Bon, des grandes on gueules. connaît ça, hein? Et puis finalement, le dernier produit de la famille Microsoft, un produit live, mais Windows Messenger Live vient de sortir. Écoute, François, on te remercie encore. C'était une émission fort plaisante parce qu'on pouvait parler de choses qui... Écoute, Guy, je sais que toi, t'es en train d'appliquer Scrum. Premier projet de ta vie que tu fais avec Scrum. Et je suis vraiment excité. Puis l'équipe avec qui je travaille, c'est des seniors, puis ils sont vraiment tous excités là à toute l'approche agile, l'approche Scrum, tout ça. Il y a personne qui le connaît. Puis plein de bonne volonté. On est plein de bonne volonté. On veut tout que ça fonctionne. Là, puis si vous avez besoin d'un coup de main, hein. On a un expert. Donc encore une fois, on te remercie. Ben merci à vous autres de m'avoir invité. Ça a été super trippant. C'est pas trop compliqué, hein? Non. Donc sur ça, nous, on voit nos auditeurs début juillet. Autour du 5-6, on va présenter une émission qu'on a déjà enregistrée durant le TechEd avec Nicolas Landry. On va parler de mobilité, programmation mobile. Oui, les bébelles, les devices, Pocket PC, smartphone. Donc c'est une invitation. On vous revoit autour du 6-7 juillet là, pour la prochaine émission. Sur ça, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Visual Studio Talk Show.